comment faire de la scolarité du jeune enfant une expérience épanouissante. Pour nous éclairer durant cet échange, nous avons avec nous Kléber Kali, responsable de l'OGESA. Donc je vais inviter tous ces intervenants au moment où j'appellerai leur nom à s'installer dans notre salon de discussion. Martin Charbonnet, proviseur du collège-lycée La Persévérance de Boissard. Marie-Laure Stralka, psychologue. Et enfin, Mylène Bernardin, que vous avez eu le plaisir d'écouter ce matin. Et ensemble, nous tenterons de jeter un éclairage sur la problématique qui nous concerne cet après-midi. Alors, rebonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous êtes contents d'être là avec nous dans ce petit salon de discussion que nous avons installé. Nous allons tout de suite commencer par ce que j'appelle généralement des questions brise-glace, histoire de libérer la parole et de démarrer cet échange en douceur. Ma première question, qui s'adresse à vous tous, est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience scolaire? Quel type d'élève avez-vous été? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué au cours de votre expérience scolaire? Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par Mylène? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de questionner Mylène cet après-midi. Alors, on a un petit problème au niveau du micro. Est-ce qu'il est bien allumé? Voilà. Bonsoir à tous. Donc la question était de savoir quel type d'élève j'étais. Alors, j'étais une enfant sage. On ne m'entendait pas. D'accord? Je ne bougeais pas de ma chaise. On pouvait presque m'oublier. À ce niveau-là, c'était calme. Et quelle expérience, tu disais, nous a marqué? Alors, personnellement, je me rappelle toutes mes maîtresses étaient gentilles. Hein, on dirait, les enfants ont tendance à dire que les maîtresses sont gentilles. Elles étaient gentilles, c'était agréable. Mais il y en a une en particulier qui m'a fait aimer l'histoire. Elle avait un don pour raconter les histoires. Pas les albums ou les histoires imaginaires seulement, mais l'histoire véritable du monde, l'histoire du monde, l'évolution du monde. Et ça, elle le racontait vraiment de façon à ce qu'on soit captivé. Et donc, c'est l'expérience que je retiens qui m'a marquée, en tout cas dans mes années primaires. D'accord, merci Mylène. Alors, Marie-Laure, on continue avec les femmes. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment tu as vécu ton parcours scolaire? Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a marqué? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Déjà, en tant que type d'élève, j'étais une élève qu'on pourrait qualifier de bonne élève, qu'on mettait dans la classe pour stimuler par moments les autres. Et puis, très rapidement, cette casquette de bonne élève me plaisait de moins en moins. Et donc, je pouvais avoir des bonnes notes, mais un comportement un peu limite. Voilà, il faut l'avouer, parce que grande sensibilité, parce que beaucoup d'énergie. J'ai été marquée par plusieurs enseignants, mais ceux qui m'ont le plus marquée, ça a été 2 professeurs au lycée. Un professeur d'histoire qui, dans un moment de mon adolescence où j'étais moins concentrée et moins investie, a pris le temps, même je me rappelle d'une évaluation pendant laquelle je m'en suis talée, et il m'a donné le temps pour repasser cette évaluation à l'oral. Voilà. Et puis un professeur de mathématiques qui, sur 2 heures, discutait de la vie avec nous, donc il était vraiment dans sa fonction d'éducateur, puisqu'il avait conscience que quand on est au lycée, on passe aussi par une période assez charnière, et qui, pendant 1h15, ne faisait que parler avec nous. Et puis, il nous restait 45 minutes où là, on travaillait à fond et on faisait tout le cours qu'il avait prévu. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'il a pu dire pendant ces heures de classe qui m'ont encore marqué à ce jour. D'accord. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Frère Kali, quel type d'élève étais-tu? Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué durant ton parcours scolaire? Alors, personnellement, j'étais un élève qui n'aimait pas l'école. Alors, pas parce que je trouvais que c'était une expérience traumatisante, mais parce que je n'y voyais pas d'intérêt, tout simplement. Donc, j'aimais pas l'école. Et donc, je me suis dit, il faut que j'y passe le moins de temps possible. Donc, j'ai été un très bon élève, pratiquement jusqu'à
la fin du collège. Et après, ça s'est un petit peu dégradé, tout en étant correct, hein, mais voilà. Et lorsqu'il s'agit de chercher une expérience positive, ben, je me suis posé des questions pendant pratiquement toute la semaine. Et c'est à l'instant que je me rends compte que j'ai été interne à Bainbridge. Et pendant que j'étais interne, ça a été la période un peu plus difficile de ma scolarité, c'est un camarade, en fait, qui m'a accompagné. Et c'est lui qui m'a... On était à l'internat ensemble et on travaillait ensemble. Donc c'est lui qui m'a un peu remis sur les rails. Et voilà. D'accord, merci. Alors, Martin Charbonnet, je pense que tous les élèves de Boissard attendent ce moment avec impatience. Quel type d'élève étiez-vous? Est-ce qu'il y a eu une expérience qui vous a marqué dans votre parcours scolaire? Oui, sans doute. Je n'étais pas un élève brillant, en fait. J'étais très bon en littérature. En français, j'étais très bon très tôt. En entrant au collège, je me rappelle, le premier devoir qu'on a eu, c'était à la maison. Et le professeur, lorsqu'il l'a remis, il l'a remis à tout le monde, il n'a pas remis le mien. Et il a fait tout un cinéma disant qu'il n'accepte pas que les aînés rédigent pour les élèves, et c'est la dernière fois que ça se passait. Je lui ai dit, c'est moi qui ai rédigé la diversion, il a l'année pour constater. Et le devoir suivant sur table, c'était la même pratique, il a remis à tout le monde, sauf à moi. Il me dit, écoutez, je ne vous ai pas remis votre devoir, puisque je constate que vous avez dit vrai, je vous prie de m'excuser, vous avez une copie qui est excellente. Dès la 6e, j'écrivais bien. Maintenant, pendant les autres années collège, à l'adolescence, j'ai commencé à fréquenter les amis, puisque j'ai évolué jusqu'alors dans notre quartier. C'est à la classe de 4e, le pasteur avait dit à maman, ah, j'ai vu Martin en ville avec des amis sur les heures de cours là. Je pense que ce serait bien de le mettre à Boissard. Hein. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Boissard. Ah, d'accord. Pour me recadrer. et là, j'ai poursuivi les dernières années de collège et j'ai aimé l'école en lycée. J'étais bon en lycée et dès le lycée, je donnais déjà des cours de littérature. Je rédigeais les devoirs, je vendais déjà les devoirs, même aux élèves de terminale, puisque j'avais ma soeur. Attention, bouchez-vous les oreilles. Puisque j'avais ma soeur qui était en terminale, et je lui rédigeais ses devoirs de philo. Déjà, j'étais en seconde. Et toutes mes années de première et terminale, je donnais des cours. Je donnais des cours de philo aussi à Bainbridge, et j'avais une salle à Bainbridge alors que j'étais au lycée. D'accord. Voilà, bon, après, je n'aimais pas les maths du tout, ni la physique-chimie. Hein. Les chiffres, je disjonctais systématiquement, mais j'aimais bien jouer, j'aime encore jouer avec les mots. Okay. Et voilà, il y a des professeurs qui m'ont marqué. Et bien sûr, à Boissard, tout le monde a connu un professeur qui est de la région, Madame Sampère Eliane. Madame Sampère, qui est là d'ailleurs, à qui on fait un petit coucou. Ah, elle est là. Il y a Madame Sampère qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait aimer le savoir et surtout aller fouiller parce qu'elle faisait vivre son cours. Et puis le feu Fleurival, décédé hélas, qui était un homme qui ne laissait pas indifférent. Voilà. D'accord. Puisque vous avez encore le micro, la prochaine question vous est adressée. Vous êtes proviseur du collège-lycée La Persévérance de Boissard. Votre établissement a été classé meilleur lycée au niveau national. Quel est votre secret? Alors, deux petites corrections. Je suis en fait directeur de la cité scolaire. D'accord. Donc l'école primaire, le collège et le lycée. Ok, d'accord. Et on est sans doute meilleur lycée de Guadeloupe, mais ça n'a pas beaucoup de sens. On est classé 6e au niveau national, 2e dans les DOM. Le classement, ça dit que l'établissement accomplit un travail de qualité. Ça sert à cela, c'est tout. En dehors de cela, l'intérêt pour nous, c'est de rester dans notre mission et de nous donner, nous, des objectifs.
et donner à nos élèves des objectifs et, avec le temps, travailler, affiner l'approche pédagogique pour qu'ils réussissent. La réussite, ce n'est pas forcément le bac. Il y a des élèves qui n'ont pas eu le bac chez nous et qui ont réussi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de parler de cela. Il y a une spécialiste là aussi. Des élèves qui n'ont pas poursuivi le parcours jusqu'en lycée, mais qui ont fait des parcours d'excellence. Notre mission, cela. Alors, comment expliquer cela, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment on explique ce classement? Il y a sans doute une stratégie d'établissement avec une approche très innovante que nous avons, mais il s'agit d'un partenariat avec les familles qui font le choix de nos institutions, des élèves qui s'investissent, puisque ce sont les premiers artisans de leur réussite, des professeurs qui sont engagés, et puis la couleur, même la colonne vertébrale de l'établissement, ce qu'on offre, l'offre éducative, et puis il y a au-dessus de tout la bonté divine. Dieu nous aide, il nous éclaire, nous guide. Il ne se substitue pas à l'homme, mais il l'accompagne. Donc, vous voyez, c'est on va peut-être juste changer de micro, je vais vous passer le mien. Voilà, merci. Donc, je disais que Dieu ne se substitue pas à nous, mais nous accompagne, nous aide et peut éclairer, nous aider à changer les stratégies et trouver les équipes, les bonnes équipes, les former. Et puis, voilà, il n'y a pas un élément particulier, mais c'est un tout. C'est un tout, d'accord. Alors, oui. Si tu permets, je voudrais rajouter quelque chose. C'est vrai que les résultats, la place n'est pas, c'est accessoire en fait. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça dénote le travail qui a été effectué depuis de nombreuses années. On en a parlé cette année particulièrement, mais le collège-lycée de la Persévérance de Boissard est dans les premières places depuis un certain nombre d'années déjà. Et ça montre la régularité du travail qui est effectué au sein de cet établissement. Tout à fait. En fait, si vous permettez, nous avons 100% de réussite depuis de nombreuses années. J'ai observé les statistiques qui montrent que la série ST2S fait 100% depuis 2014 et nous avons de façon systématiquement les meilleures moyennes académiques. Ce qui a changé par rapport aux autres années, c'est que cette année, nous avons un taux de mention bien et très bien qui avoisine les 80%, avec des élèves qui ont tous réussi du premier groupe, dans le premier groupe. Et puis, c'est une construction, il le disait, puisque au collège, nous avons 100% également, et en BTS, 100%. D'accord. En tout cas, merci pour ces précisions. Nous nous rendons compte que Dieu, à travers cette école, fait des choses extraordinaires dans la vie de nos enfants. Et je pense aussi qu'on peut par là remercier et féliciter l'équipe pédagogique de ces écoles qui fait un travail extraordinaire. Voilà, donc cet après-midi, je rappelle notre problématique. Comment faire de la scolarité du jeune enfant une expérience épanouissante? Et puisqu'on parle d'épanouissement et que nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Laure Stralka qui est psychologue, Marie-Laure, est-ce que tu pourrais nous définir le terme épanouissement? Alors, le fait de s'épanouir dans la vie, c'est d'avoir atteint un degré de satisfaction à plusieurs niveaux, puisque l'homme, il a vraiment une réalité qui est holistique. Et donc, c'est à la fois se sentir satisfait, donc c'est la définition pleinement du bonheur, c'est se sentir satisfait dans ses besoins primaires. Ensuite, avoir une santé mentale ou physique plus ou moins stable. Je dis plus ou moins parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir un tableau plein sur les deux sphères, mais en tout cas, si la santé mentale ou physique est atteinte, d'avoir accès à des soins, de qualité pour pouvoir justement y remédier. Ensuite, il y a le fait aussi d'avoir confiance en soi, voilà, d'avoir une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi, d'avoir aussi des valeurs, voilà. Et puis, et je pense que c'est encore plus important dans la scolarité, on aura le temps d'y revenir, d'avoir un objectif, d'avoir une vision, un objectif, un sens, un but à son existence.
Et le dernier point, c'est les relations sociales. Donc, au moment où on a un objectif, on a une santé mentale ou physique plus ou moins bonne, ou en tout cas on a accès à des soins, le moment où on se sent satisfait dans ses besoins primaires, où on a des relations sociales, où on a confiance en soi, ou en tout cas une certaine estime, alors on peut dire qu'on est en plein épanouissement. Voilà. C'est vraiment un terme à considérer dans la globalité. On parlait tout à l'heure, et même ce matin, de la notion, on parlait d'éducation holistique. Et c'est vraiment, ça renvoie à la globalité. D'accord. Autrefois, on entendait peu parler de la question de l'épanouissement dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui on en parle autant? À l'époque, enfin, à l'époque où l'école a été créée par les fondateurs, en tout cas l'école de la République, on considérait que les élèves étaient des élèves et qu'il fallait, il y avait une certaine la forme scolaire devait être respectée et on parlait peu de la notion d'épanouissement. Ce changement est dû à quoi selon vous? En réalité, auparavant, l'établissement, l'enseignement avait un but précis. C'était donner un enseignement, un niveau de compétences, valider des compétences disciplinaires. Aujourd'hui, nous avons d'autres types de compétences à valider, des compétences dites transversales, sociales, culturelles, et puis on travaille beaucoup sur les interactions, et aujourd'hui, on a l'éducation nationale même qui parle de bienveillance. C'est nouveau dans le public, mais pas dans l'enseignement privé. Ce contrat adventiste, pas chez nous, puisque nous n'avons jamais dissocié l'enseignement de l'éducation. Puisque l'élève, l'enfant est un tout. Pendant longtemps, on s'est attaché à développer cette partie de la compétence disciplinaire. Il est bon en mathématiques, français, histoire, sur les champs disciplinaires, et de façon très verticale, sans s'intéresser à l'enfant. Même voir s'il est disponible, s'il épanouit ou pas. Dès qu'il comprend, il restitue la leçon, il change de classe. Et ceux qui n'ont pas compris, ils sont orientés ou ils quittent le système. Aujourd'hui, on veille à ce que les élèves s'épanouissent dans leur scolarité en validant les compétences disciplinaires, les compétences sociales, donc des compétences culturelles. Et puis, on veille également à la qualité des interactions entre élèves, mais également entre adultes. Et la dimension que nous avons, c'est nous sommes sensibilisés en tant qu'établissement chrétien adventiste à l'aspect spirituel. C'est la raison pour laquelle dans nos murs, il y a des aumôniers d'enseignement des valeurs bibliques, sans doute, mais 2 aumôniers en permanence dans l'établissement, et nous avons fait appel, nous, à Boissard, à 2 psychologues qui sont à la disposition des élèves le mercredi et le vendredi. Donc, vous voyez bien qu'on ne s'intéresse pas à un élève, mais à un être, une personne qui doit évoluer, grandir, qui doit se construire. D'accord, merci. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter. En attendant, je voudrais vraiment dire à notre public, mais aussi à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste, que vous pouvez réagir dans le chat. Ici, vous pouvez demander à intervenir. Vous pouvez rajouter des choses par rapport à ce qui est dit. Je vois pas mal d'enseignants dans la salle. Donc, n'hésitez pas à réagir et ça ne fera qu'enrichir ce que nous sommes en train de dire ici dans ce salon. Voilà. Je crois qu'il y a eu aussi la prise de conscience que l'enfant est un être à part entière. Il y a eu les droits de l'enfant en 1959, la déclaration des nations, la déclaration commune des droits de l'enfant en 89, etc. Donc, il y a une prise de conscience. Je me suis même laissé entendre dire que, autrefois, dans le domaine des soins, on n'administrait pas de sédatifs aux bébés parce qu'on estimait qu'ils étaient pas encore formés, ils étaient pas. Donc, il y a une sorte de prise de conscience qui normalement ne devrait pas avoir lieu dans nos milieux, puisque la première école, l'école de l'Éden, était une école, un écrin pour l'épanouissement des individus qui s'y trouvaient. Donc,
Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est important quand même. C'est cette évolution, selon toi, du regard que l'on pose désormais sur l'enfant qui fait qu'aujourd'hui, dans tout milieu où on peut retrouver des enfants, on met l'accent sur son bien-être, sur son épanouissement. Alors ça peut aller jusqu'à l'excès aussi, hein, on peut passer d'un extrême à un autre. Ah oui, bon, on verra ça tout à l'heure. Mylène, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ça va dans le sens de ce que nous avons dit précédemment, c'est que la société a évolué. On n'a plus le même regard sur les enfants, certes, mais sur la famille en général. Et donc tout ça contribue à se demander, est-ce que la famille est heureuse? Et donc par conséquence, est-ce que l'enfant, lui aussi, est heureux? Et ça, dans chaque domaine, dans chaque environnement où il se trouve. On s'inquiète de savoir quel est son état, soit mental, soit physique et spirituel. D'accord. Oui, Marie-Laure. Et effectivement, le fait que la société ait autant changé, ça a du coup laissé un plus large espace de parole aussi. Donc la parole des enfants est de plus en plus écoutée. La parole des parents aussi, qui par moments se retrouvaient seuls dans l'éducation de leur enfant ou dans l'accompagnement des difficultés de l'enfant aussi à l'école. Et puis il y a eu effectivement, c'est ce que M. Charbonnet disait, on travaille avec les familles. Donc il y a aussi la place des familles de plus en plus dans les écoles. Et puis oui, la parole qui se libère, les enfants qui disent de plus en plus quand ça ne va pas. Mercredi encore, j'ai pu parler de la notion d'harcèlement scolaire à l'église de Chauvel, et donc ce sont des choses qu'on entend de plus en plus, et du coup ça nous oblige à nous pencher sur l'existence humaine à l'école. Ouais. D'accord, merci. Alors, quels sont les éléments, selon vous, qui peuvent contribuer à l'épanouissement de l'enfant dans sa scolarité? Je vais me lancer. C'est-à-dire que l'épanouissement de l'enfant, comme on l'a dit ce matin, on le prend dans sa globalité, dans son être tout entier. Donc, par voie de conséquence, il y a plusieurs choses qui interviennent dans son épanouissement. Ça va être le milieu familial, qui est le point de départ, et le milieu où il va. Donc, la transition qui doit se faire aussi pour aller vers l'école, l'établissement ou autre. Mais c'est à partir de là qu'il faut chercher à permettre à l'enfant d'être épanoui. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir? Je pense que le droit à l'erreur aussi. Autrefois, me semble-t-il, l'erreur servait à sanctionner. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on intègre de plus en plus que l'enfant a droit à l'erreur. En fait, c'est même un élément important de son apprentissage, parce qu'il fait des erreurs qu'il peut progresser. Il y a aussi, ça a été un peu dit dans ce qu'a dit M. Charbonnet, c'est que quand il parle de la réussite de la cité scolaire, il a dit qu'il y avait des élèves investis, donc quelque part qui sont acteurs de leur scolarité. Il a parlé du partenariat avec les familles, on a parlé de l'accompagnement qu'on met à côté, avec les psychologues, avec l'aumônerie. Tout ça sont des éléments qui contribuent, et il y en a d'autres certainement qui contribuent à ce faire que l'élève s'épanouit dans son école. D'accord. Okay. Monsieur Charbonnet? Moi, je pense, je souscris largement à ce que dit le frère Kali. En fait, vous avez des éléments qui sont liés à l'environnement familial. Vous avez l'environnement scolaire. Et lorsque les deux arrivent à bien s'arrimer, vous avez un élève épanoui, et qu'il soit. Est-ce que tu peux juste rapprocher un tout petit peu Juste le rapprocher le micro, voilà. pardon. Donc vous avez l'environnement familial, lorsque l'enfant évolue à trouver sa place dans la famille. Je pense, on va parler, c'est quoi déjà sa place, est connu ou reconnu dans la famille. L'environnement scolaire, l'établissement va jouer en fonction de l'offre éducative, de la place de l'enfant, la qualité de l'interaction avec l'adulte en particulier, avec ses pairs, ses élèves. Vous avez un ensemble d'éléments juxtaposés qui font
que l'élève va se sentir bien. Mais vous pouvez avoir un enfant qui est mal, pas forcément parce que l'état de l'établissement a un souci particulier, parce que vous allez avoir un mal-être personnel ou familial à résonance scolaire. Vous l'avez à l'école comme un haut-parleur. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat-là, il est très, très important, et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à des spécialistes pour nous donner une autre lecture. La place de l'élève, c'est qu'aujourd'hui, on sait que nous adultes, nous nous levons pour faire réussir l'élève, pour veiller à le faire grandir et à le construire. Auparavant, l'élève avait un emploi du temps, il n'était pas majeur, il devait s'y rendre. Donc, vous voyez, le mouvement est tout à fait différent. On vient sur un même site pour une mission et on sait exactement ce qu'on vient y faire. L'élève est placé dans un objectif et le regard qu'on porte sur lui est différent. On a des attentes pour lui, on a de l'ambition pour lui, il est informé, il peut rencontrer des difficultés, puisque un élève aujourd'hui qui loupe une voie, l'erreur a une conception, on a une conception tout à fait haute de l'erreur. Heureusement d'ailleurs qu'il va faire l'erreur, puisque c'est de cet écart-là, de cet échec-là qu'on va bâtir son savoir. Ça peut être lié au comportement aussi. La prise de conscience, c'est parce qu'il sait qu'il a loupé. On va pouvoir l'aider à avoir une réflexion sur son comportement, l'aider à grandir. Donc, aujourd'hui, on a mis l'élève au centre. S'il trouve bien sa place, il n'est pas le roi de l'établissement, mais on est au service d'une mission d'épanouissement, d'éducation, il est enveloppé. Et si les deux sphères, familiale et scolaire, arrivent à s'entendre, dialoguer, arrivent à construire un savoir dans le temps, on peut avoir des élèves qui peuvent être épanouis dans leur parcours scolaire. D'accord. Alors, juste avant ton intervention, je vais questionner notre public, comme ça on sera vraiment dans cette dynamique d'interaction. Qu'est-ce qui, dans votre scolarité, a contribué à votre épanouissement? Selon vous, qu'est-ce qui a vraiment joué pour que vous soyez épanoui à l'école? Peut-être que je pose mal la question, peut-être que ce serait plutôt, est-ce que vous étiez épanoui à l'école déjà? Alors, si vous ne répondez pas, sachez que je vais interroger des personnes particulières. Je ne sais pas si j'avais demandé à ce qu'il y ait un micro qui passe, ou sinon je peux me lever moi aussi et me rapprocher de vous. Qu'est-ce qui a contribué à votre épanouissement à l'école? Je vois des petits, des plus jeunes. Tiens, donc je vais me rapprocher de quelques personnes là. Qu'est-ce qui fait qu'à l'école, on est un enfant heureux d'être là? Qu'est-ce qui contribue à ton épanouissement, dis-moi, à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'à l'école, tu te sens bien? Tu es dans quelle école? Tu es à la Persévérance de Boissard? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ton école? L'environnement spirituel. L'environnement spirituel, c'est pas parce que Monsieur Charbonnet est là que tu dis ça? Non, c'est sûr? Et toi, qu'est-ce qui fait que tu es bien à l'école? Le travail. Le travail, tu aimes travailler? Vous vous laissez impressionner par le proviseur. Tony, est-ce que tu as aimé l'école, Tony, déjà? Est-ce que j'ai aimé l'école? Non, je n'ai pas aimé l'école. Tu n'as pas aimé l'école. Lydie, toi, tu aimes l'école? Et qu'est-ce qui fait que tu aimes l'école? Parce que j'ai des amis. Ah, on revient à ce que on disait tout à l'heure. Alors par là, je vois des élèves aussi par là, je vais aller par là. Est-ce que vous aimez l'école? Bof. Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins à l'école? La récréation parce que je suis avec mes amis et j'aime pas le français. Tu n'aimes pas le français. Ne nous dis pas le nom de ton professeur. Qu'est-ce qui te plaît à l'école? Dis-moi. La récréation, parce qu'on peut jouer avec ses amis et on peut voir la nature. C'est tout? D'accord, super. Alors on va aller devant, il y a les plus grands. Taïna, comment ça va? Taïna, est-ce que tu as aimé l'école, Taïna? Oui, j'aimais l'école. Jusqu'à ce que j'arrive à faire mes études supérieures, jusqu'au mémoire, j'aimais l'école. Et depuis, je l'aime plus. Et qu'est-ce qui te plaisait à l'école?
C'est le fait de pouvoir apprendre quelque chose, d'être avec ses semblables. Mais c'est surtout le fait de pouvoir apprendre quelque chose. Et comme je savais que ce que je voulais devenir plus tard, donc il fallait que je sois la meilleure dans tout. D'accord, ok. Bon, alors, on va dire... Attends, il y a sœur, on a parlé d'Eliane sans père. Peut-être qu'elle va nous apporter une petite lumière par rapport à ça. Est-ce que tu aimais l'école? J'aimais beaucoup l'école. J'étais bonne élève quand j'étais enfant. Et au lycée, au collège et au lycée également. Mais je vais vous dire qu'à notre époque, bon, c'est vrai qu'on ne parlait pas encore d'éducation holistique. Mais nous venions de milieux pauvres. Je venais d'un milieu modeste. Et pour nos parents modestes, qui nous incitaient à travailler, l'école, c'était une sorte de revanche sur la société. C'était une manière pour nous, apprendre à l'école, c'était une manière pour nous de réussir et de nous venger de cette pauvreté dans laquelle nous avons grandi. J'ai eu la chance, je reconnais, d'avoir des enseignantes au primaire, à l'école primaire de Douville. Au collège, j'ai eu aussi des enseignants qui m'ont inspirée et je reconnais avoir été particulièrement marquée par mon prof d'histoire et de géographie, Max Gano, dont vous avez entendu certainement parler, qui nous a initiés à l'histoire, qui nous a appris à aimer l'histoire. Mais à mon niveau, je reconnais que non seulement moi, mais tous les camarades qui étaient avec moi, nous avions une motivation particulière. Il fallait réussir. Mon grand-père disait tout le temps, il faut y travailler assis bureau. Il ne faut pas venir travailler et mettre pieds en la boula, il faut y travailler assis bureau. Donc c'était une sorte de revanche sur la société, travailler, apprendre à l'école et réussir. Merci beaucoup. Alors, je risque de revenir, donc je vous vois très loin derrière. Rapprochez-vous, comme ça m'évitera de trop marcher. Alors, Marie-Laure, tu voulais nous rajouter quelque chose à tout ça? Oui, j'espère que ça va me revenir, puisque du coup, j'ai rêvassé en entendant tous les témoignages. Enfin, j'essayais d'imaginer un peu ce qu'ils exprimaient. Effectivement, c'est vrai que on parle donc de l'épanouissement. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément de la... C'est intéressant ta question, parce qu'on ne parle pas de la réussite. Ce n'est pas pour contribuer à la réussite de l'enfant dans son parcours scolaire, c'est son épanouissement. Donc le but et l'objectif n'est pas le même. Et c'est vrai que si on doit être du coup dans un raisonnement holistique, compte tenu de la définition de l'épanouissement, pour contribuer, effectivement, M. Charbonnet parlait de l'environnement familial. On a entendu la réponse des plus jeunes qui ont bien parlé de leurs amis. D'accord, c'est quand même la base, c'est un lieu de socialisation. Donc avoir effectivement de bonnes relations et donc que l'établissement scolaire favorise aussi la notion de respect, de dignité humaine, d'amour et de relations saines entre l'enfant et entre l'enfant et l'adulte. Accompagner les familles, s'assurer aussi de la santé. Je sais que dans les établissements publics, je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez bien dans le domaine privé, mais dans les établissements publics, il y a toujours un PAI, je pense que dans les établissements privés aussi, oui. Donc un plan d'accompagnement individualisé, et donc où les infirmiers scolaires ou les médecins scolaires connaissent les pathologies de tous les enfants qui sont présents dans l'établissement et donc connaissent aussi la règle, le protocole en cas de difficulté. Il y a aussi le PPI, le plan pédagogique individualisé, où on tient compte du handicap de l'enfant, puisqu'il y a des lois, donc la loi de 2005 et la loi de 2013 revisitées, qui rappellent que tout enfant a une capacité d'apprendre. C'est la notion d'école inclusive, et qui rappelle que tout enfant qui présente des troubles cognitifs ou des troubles moteurs a aussi sa place dans une école avec un parcours adapté. Et donc là, on respecte la santé mentale et physique de l'enfant. Et puis, je trouve ça très important de rappeler à l'enfant pourquoi il y va. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas pourquoi ils se réveillent le matin à 4h30 ou 5h, puisqu'ici, nos écoliers se lèvent très très tôt. Et oui, d'où mon... Parce que voilà, c'est pas toujours favorable à l'épanouissement, mais bon... et donc voilà, de dire à l'enfant, mais pourquoi? Et effectivement, à l'époque, il y avait la notion de sortir de son milieu modeste. Pour d'autres, comme le disait Taïna, on a déjà une vision en fait de l'adulte qu'on veut devenir, et puis on est dans une société effectivement où le scolaire a sa place pour la réussite, en tout cas financière et familiale parfois. Et donc, il faut déjà avoir en tête quel adulte je veux devenir. Alors, on a le droit de changer plusieurs fois dans son parcours de ce qu'on veut faire, mais que l'enfant sache pourquoi il est là. Qu'il soit là aussi pour son but personnel, parce qu'on peut effectivement avoir une efficience cognitive et une bonne santé physique,
Mais si on n'a pas de motivation personnelle, il y a un moment où la machine s'enraye un peu. Voilà, parce que ça devient lourd d'étudier tardivement ou de mettre beaucoup d'efforts pour quelqu'un d'autre. Donc je trouve aussi que pour l'épanouissement, c'est de remettre l'enfant aussi au cœur de son propre projet, se détacher aussi de ses propres projections vis-à-vis de l'enfant pour le remettre vraiment dans sa machine personnelle. Être là comme étant éducateur, accompagnateur, mais ne pas rejouer sa vie dans celle de l'enfant. Voilà. D'accord. Alors, je vais rajouter quelque chose à ce que Marie-Laure disait, enfin rebondir sur ce qu'elle disait. Quand les enfants se lèvent le matin, ils ne savent pas forcément pourquoi et pour quelle raison, et des fois ils râlent, souvent ils râlent. Mais le point de départ d'un épanouissement, notamment, c'est à la maison, dans le foyer. Si à la base les parents ont une aversion pour l'école et ne voient pas l'intérêt ou le voient de façon contraignante, l'enfant, pareil, va se sentir obligé, ne va pas trouver de plaisir ou se dire j'y vais parce que j'ai pas le choix et je me lève parce que voilà, c'est comme ça, mais il n'a aucune motivation si ce n'est les relations sociales qu'il entretient avec ses camarades, puisque tant qu'à faire je suis là, heureusement que j'ai mes amis, et par ce biais ça va contribuer un peu à passer un bon et lui permettre de s'épanouir. Mais c'est vrai que à la maison, moi je vais parler tout particulièrement de la maternelle, où c'est le premier rapport avec l'institution, c'est la maternelle, et on a des enfants qui, quand ils arrivent à la maternelle, ils pleurent, ils crient, ils ne veulent pas laisser abandonner leurs parents, et d'autres, tu peux rester, bye bye, j'y vais, comme un grand, les parents, oui ok, c'est bon. Mais c'est une communication, j'allais dire un travail qui est fait à la maison pour pouvoir dédramatiser ce rapport, cette approche qu'on va avoir avec l'enfant, à l'école, à l'institution. Et c'est important aussi. En fait, tu étais en train de nous dire que le rapport que le parent a avec l'école peut avoir un impact sur le rapport de l'enfant à l'école. Tout à fait. D'accord. Je veux, pour exemple, quand dans ma classe, j'ai une réunion avec des parents, il y a des parents qui ont du mal à venir, ils avancent, mais on voit qu'ils ont une certaine appréhension. Et là, il faut observer ça pour les mettre à l'aise, pour dire non, ne vous inquiétez pas, on va discuter, n'hésitez pas, venez. Déjà là, on ressent que les souvenirs, les mauvais souvenirs qu'ils ont eus avec l'école, ça revient, ça remonte, ça ressurgit. Et donc, s'ils ont ça encore très présent, inconsciemment même des fois, ils le transmettent aux enfants. D'accord. Donc l'épanouissement, là. Frère Kali? Ouais, ce qu'elles ont dit, ça a mis plein de rats dans ma tête. En fait, effectivement, un des éléments que j'avais listé pour contribuer à l'épanouissement, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on prépare son enfant à entrer dans le milieu scolaire, ce qu'on ne fait pas toujours, malheureusement, parce qu'il y a un cadre dans le milieu scolaire, il y a des contraintes, il y a même des frustrations, peut-être, qui sont générées, je ne sais pas. Et il faut préparer peut-être l'enfant à cela. Et puis, ce qu'a dit Marie-Laure, je me pose la question, est-ce qu'une scolarité épanouie est forcément une scolarité réussie? Et est-ce qu'une scolarité réussie est forcément épanouissante? Ça demande réflexion. Bonne question. On pourrait échanger là-dessus. Si vous le voulez, est-ce que vous voulez donner une réponse par rapport à ça? Est-ce que vous voulez qu'on échange? Alors, concernant la réussite, pour moi, clairement, la réussite ne veut pas dire que l'enfant est épanoui. Parce que même chez des enfants qui ont des élèves qui ont de très bons résultats, ils n'ont pas. D'ailleurs, vous en avez témoigné par votre expérience, mais pour autant, ils n'étaient pas épanouis à l'école, ils n'aimaient pas l'école. Bon, il faut y aller, on sait plus ou moins l'objectif, il faut avoir de bons résultats. Notamment, on va avoir peut-être une récompense par les parents, parce qu'on motive, les parents motivent pour que les enfants puissent travailler, rapporter de bons résultats. Donc, on a de bons résultats, mais on n'est pas forcément épanoui au sein de l'école. Et ça revient à l'éducation holistique, qui demande de diversifier et qui demande de prendre en compte la caractéristique de chaque enfant. D'accord. Alors, je vois la main de la sœur Eliane Sampère se lever. Je vais venir vers toi, du coup.
J'écoute avec beaucoup d'attention vos analyses et bien entendu, je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de me demander, est-ce que les analyses que vous faites sont aussi valables pour les plus grands au collège et au lycée? Est-ce que cette analyse n'est pas d'abord pour les enfants du primaire? C'est vrai que j'ai eu la chance ou la malchance, je n'en sais rien, d'œuvrer uniquement pour les classes secondaires, premier degré au collège de Boissard et de Bois-Ripault. Ensuite, j'ai travaillé la plus grande partie de ma vie en lycée. Et quand je vous entends, les élèves que j'ai eus, il y avait des parents derrière quelquefois, mais j'avais des schémas tout à fait différents. Est-ce que les analyses que vous faites peuvent s'adapter donc aux ados que nous avons et aux messieurs, aux mesdemoiselles et messieurs que nous avons en lycée? Alors, il est vrai que dans la problématique, j'ai ciblé le jeune enfant. Ben, c'est intéressant parce que moi, quand je réponds, je pense aux adolescents. Donc, j'aurais dit que oui, du coup. Ouais. Surtout, parce que la notion de motivation, elle devient encore plus importante au moment de l'adolescence, où l'adolescent, il vient sceller vraiment le moment d'individualisation qui commence un peu à l'entrée de l'école primaire. Et donc, à l'adolescence, on est vraiment dans c'est ma vie, ça devient ma vie de plus en plus et mes choix deviennent mes choix. Et donc, je trouve que cette notion de motivation personnelle, on peut effectivement avoir toute une famille derrière et avoir quand même un enfant qui n'investit pas le lieu scolaire et qui ne s'épanouit pas. Parfois parce que la famille est trop présente, parfois parce qu'elle ne l'est pas assez. Et quand la famille est bien présente, à la fois ça peut stimuler l'enfant, mais ça peut aussi parfois le freiner parce que tout d'un coup, ça ne devient plus son parcours scolaire. Ça devient le parcours scolaire de quelqu'un d'autre au travers de lui. Or, la vie est courte et s'il se sent dépossédé d'une part de sa vie, il va aller investir d'autres lieux où il se sent beaucoup plus à sa place. Donc effectivement, oui, je pense que, sauf si dans votre écoute, vous auriez d'autres points peut-être à apporter, mais j'ai l'impression que ce qu'on propose peut s'adapter à tout, oui, bien sûr, à des niveaux de développement différents, évidemment, avec une approche différente, mais ça reste l'humain. Puisque même là, quand on parle, je pense clairement à la vie au travail. Enfin, c'est clairement les mêmes schémas aussi. D'accord. Si vous permettez, ça fera bizarre que ça vienne, une réflexion qui vienne de chef d'établissement. Je dois vous dire quand même qu'il y a des élèves qui ne sont pas épanouis du tout, qui sont extrêmement intelligents, qui ne le seront jamais, parce qu'il y a deux notions qui rentrent en conflit parfois, c'est la culture familiale, la culture scolaire. Vous avez un cadre très rigide. Moi, j'observe certains élèves dans la cour, sur leur gestuelle, la façon de progresser, je me demande comment ils font dans les salles pour s'asseoir. Des enfants qui évoluent sans doute en campagne, qui restent leur vie dehors, à grimper aux arbres et autres, et subitement, lorsque lundi arrive, on leur demande de s'asseoir. Du matin au soir, c'est assis, pas bouger, tais-toi. Ouais, ces élèves-là vivent très mal le temps scolaire. C'est même pas leur scolarité, leur temps scolaire. Puisque nous avons malheureusement un cadre scolaire, la construction des murs, la proximité, nous avons bien orienté le bâti, notre construction, sur un modèle type qui dit l'enfant rentre, il est à sa place, il s'assied, il se tait à la sonnerie, il sort et il ne doit pas faire de bruit parce qu'à côté il y a du monde et pendant la cour on ne veut pas d'accident, il ne faut pas qu'il court. C'est ça, il y a des élèves qui ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Et vous voyez maintenant se développer d'autres types d'écoles avec des effectifs réduits, avec d'autres propositions de style de vie et ça se développe alors que c'est nous qui devrions le développer puisque dans le livre d'éducation d'Ellen White, on parle bien de l'élevage, des travaux manuels, mais malheureusement notre système d'éducation adventiste a singé ce qui existe. Et il faut faire autrement. Donc pour ce public-là, ces enfants, que ce soit enfants ou jeunes, on ne les aide pas. Ça veut dire qu'on leur dit, voilà comment nous adultes, on a bâti le système. Vous devez
replier vos ailes pour entrer dans ce cadre-là. Une fois que vous êtes dedans, c'est le règlement intérieur qui vous prend en charge. D'accord. Vous comprenez? Je regarde Mylène parce que ça rejoint vraiment ce qu'elle nous disait ce matin, parce que c'est vrai qu'on est dans une certaine forme de rigidité et que certains enfants, malheureusement, ceux qui sont kinesthésiques, ce que tu nous expliquais, qui ont une intelligence kinesthésique manuelle, c'est-à-dire qui sont plus du sport, plus dans le pratique. Les enfants aussi qui sont dans la musique, qui comprennent par le biais du rythme de la musique, ou d'autres enfants, c'est la nature. Ils vont tout comprendre en passant par ce qu'ils observent, ce qu'ils vont analyser dans la nature, dans leur environnement. Et bien, quand on ne prend pas en compte ces types d'intelligence, ces enfants se retrouvent forcément en échec. Ils s'ennuient, ils peuvent produire quelque chose de bien, même des fois, mais ils s'ennuient et ils ne s'épanouissent pas. D'où l'envie d'être en dehors des murs. On a notamment ce matin parlé d'une école à Copenhague, l'école verte, où tout se fait à l'extérieur. Analyse, les projets sont motivés par ce qui se passe à l'extérieur. Donc les cours se font à l'extérieur, on observe, on passe par la botanique, par les animaux, etc. Et les enfants sont motivés. Alors c'est vrai que ce matin, en questionnant les enfants, en leur demandant est-ce que vous auriez aimé être dans une telle école, ils étaient d'accord, bien sûr. Dès qu'on va à l'extérieur, hors des murs, pas assis, contraints, forcément on se voit mieux, on se sent mieux. Mais même les adultes, pouvoir observer les éléments de la création que Dieu a fait, ça change et ça motive. C'est ça. Voilà. Marie-Laure? Je travaille au sein de 2 CESAD, donc c'est des structures de soins éducatifs spécialisés au domicile. Donc au domicile, ça veut dire dans les lieux de vie de l'enfant. Et on intervient beaucoup dans les écoles et on accompagne normalement des enfants qui ont des troubles 10, donc des troubles cognitifs, des difficultés à lire, à écrire ou à s'exprimer, ou bien de la maladresse par le corps, ou bien des enfants aussi qui, par moments, sont atteints de déficience, ou des enfants qui ont ce que moi j'appelle un handicap familial, c'est-à-dire que les carences éducatives ou affectives ont créé du coup des failles dans leur développement neurologique et psycho-affectif. Et puis, il y a des enfants qui, quand on effectue les premiers bilans, on se rend compte qu'ils n'ont pas de handicap cognitif, ils n'ont pas de handicap intellectuel, que leur environnement familial est plus ou moins, mais ils ont une énergie de vie différente. Et alors, effectivement, ils vont réfléchir différemment, c'est-à-dire qu'ils vont être très brillants sur d'autres aspects de leur vie, mais sur le temps scolaire, ils ne vont pas comprendre les consignes, ils vont avoir du mal à exécuter et à répondre à une tâche. Et c'est marrant parce que souvent, donc, dans le parcours scolaire des enfants, il y a des classes spécialisées comme l'ULIS, pour ceux qui ont des troubles assez spécifiques, de l'épilepsie, des troubles autistiques ou bien des troubles cognitifs ou intellectuels assez marqués. Puis ensuite, il y a la classe de SECPA, qui a été longtemps péjorative dans nos oreilles. Et je pense même que quand là, je l'ai dit, vous avez dû vous crisper. Alors qu'en réalité, la classe de SECPA, moi, je trouve que c'est une chance. Et il y a beaucoup d'enfants à qui on dit, écoute, tu iras en SECPA. Alors, il y a des parents qui sont contents, il y a des enfants qui sont contents. Et là, je me dis, waouh. Puis, il y en a d'autres qui sont un peu crispés. Et quand ils essayent la SECPA, ils se rendent compte que c'est génial. Parce que la SECPA, elle décrit effectivement ce que même Ellen White disait. Il y a le temps manuel. Voilà, on est dans la vraie vie. On prépare directement un métier. Alors, par moments, les ateliers sont un peu limités, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout travailler. Mais au moins, l'enfant se met déjà en tête que je ne suis pas obligée que d'apprendre devant une feuille ou avec une calculatrice ou autre. Et ils sont dans le concret. Et très vite, moi, je vois la différence entre les enfants qui restent dans le milieu ordinaire et les enfants qui sont en milieu adapté. Les enfants dans le milieu ordinaire ont un peu plus de mal à imaginer ce qu'ils vont faire de leur temps quand ils seront adultes. Alors que dans le milieu adapté, ces enfants qui au départ étaient catégorisés comme fainéants ou inaptes ou trop agités, ils savent déjà, je veux être pâtissier, je veux être plombier, je veux créer une boulangerie, je veux être auto-entrepreneur, parce qu'ils sont déjà dans un autre système, ils sont déjà hors dehors de la table, et comme ils sont au dehors de la table presque tous les jours, du coup ils sont déjà dans cette énergie de vie différente. Et c'est fou comment dans notre système, on a très vite intégré que c'était péjoratif, et en fait c'est une chance, c'est une autre chance en tout cas qui leur est proposée. Plutôt que d'autres personnes qui vont connaître cette vie active par les stages ou par le milieu d'alternance ou autre après le bac, par exemple.
Alors, pour avoir déjà entendu certains enseignants s'exprimer par rapport à cela, je pense qu'il y a une crainte quelque part en s'inspirant de toutes ces pédagogies nouvelles de Maria Montessori, de Freinet. Il y a peut-être une crainte de perdre une certaine rigueur. Parce que jusqu'ici, quand même, l'école, la forme scolaire, en tout cas comme elle a été instituée, forme des élèves relativement rigoureux. Donc, comment faire justement pour allier à la fois rigueur et épanouissement dans le milieu scolaire? Il me semble que, en passant par l'épanouissement, la rigueur face au projet qu'ils auront à réaliser, je parle des écoles alternatives, hein, de l'éducation holistique, viendra toute seule. C'est-à-dire qu'on impose une rigueur pour obtenir des résultats dans un cadre précis. Tu es assis, tu dois faire ça, tu écoutes, et voilà. Mais si on changeait l'objet de l'apprentissage, on permettait aux enfants de s'intégrer dans un projet, comme les élèves qui sont en SECPA, ils ont une motivation, ils savent où ils veulent aller, et donc ils vont mettre en place les moyens, aidés, guidés par les enseignants, pour obtenir, pour atteindre leur objectif et réaliser leur projet. Et donc, la rigueur va se mettre en place toute seule. On ne sera pas obligé de leur imposer, ça sera naturel. D'accord. Wow, ça va falloir vraiment travailler sur les mentalités pour arriver à ça. Oui. Parce que je pense qu'on a tous connu cette classe, on est assis et on nous dit, vous avez 15 minutes pour faire l'exercice de mathématiques, 20 minutes pour faire l'exercice d'histoire, etc. Et il faut avouer que ça a été, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous choquer, mais ça a été formateur. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça a été formateur. Et je me dis, mais peut-être qu'en sortant de ça, on perd quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, je suis totalement favorable aux nouvelles pédagogies. Mais je me dis, mais on perd quelque chose quand même. Donc, même moi, j'ai du mal à l'instituer parce que je me dis, mais j'ai peur de perdre ce côté rigoureux. On a peur de l'inconnu, mais ne sauras-tu jamais vraiment tout ce que tu aurais pu donner si tu étais dans cette forme d'éducation? Oui, c'est vrai, Mylène. En fait, je ne les oppose pas systématiquement, rigueur et épanouissement, puisque le jeune, quel que soit son âge, a besoin d'un cadre. Si vous ne lui donnez pas de cadre, il sera aussi affolé, voire pire. Et il a besoin d'un cadre, d'être rassuré. Quelle illustration je pourrais vous donner? Si vous avez un prisonnier que dans sa cellule, vous lui mettez encore les chaînes, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on peut lui enlever les chaînes dans la prison. Le cadre, c'est la prison, mais on peut encore ôter les chaînes. Ou l'autre image que je pourrais prendre, c'est un train qui a une orientation, qui circule. Ben, vous passez de voiture en voiture, mais vous avez l'orientation. Vous êtes libre à l'intérieur d'un cadre mobile qui a un sens. L'enfant a besoin d'un cadre. Je vois. C'est vrai que rigueur sonne tout de suite avec dureté, mais quand on l'associe au travail, il y a un autre sens que ça prend tout de suite. Cohérence, justesse, logique, minutie, précision, régularité. Donc peut-être qu'il ne faut pas être rigide, et à l'intérieur du cadre, comme il disait, il faut peut-être, dans les contraintes, introduire des choix. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, mais on peut aussi introduire des choix dans ces contraintes. Ce qui fait que l'enfant, même en étant dans ce cadre un peu rigide, limité, eh bien, il n'a pas cette pression, et il a cette, entre guillemets, liberté d'évoluer. Donc, c'est possible. Pour moi, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Et comme je le rejoins, c'est même souhaitable qu'il y ait un cadre. D'accord. Je pense effectivement que la rigueur fait partie de l'épanouissement, puisque oui, il nous faut un cadre pour nous sentir en sécurité. Peut-être, oui, c'est vrai que le mot rigueur a une certaine résonance pour nous, mais c'est de la discipline, c'est de la sécurité, c'est une vision, c'est un cap, c'est ce qui nous dirige aussi. Après,
peut-être ne pas quitter ce mode, ce système particulier, mais donner la possibilité effectivement d'accéder à d'autres modes qui pourraient du coup convenir à l'enfant. Donc on le sait, il y a déjà des parcours adaptés pour les enfants au sein de l'éducation nationale. On voit qu'il y a des écoles alternatives en dehors, il y a des écoles privées aussi, pour ceux qui veulent sortir aussi du cadre public. Mais c'est vrai que dans notre système, dans notre système national français, on a cette notion du scolaire vraiment. L'éducation en Scandinavie m'a toujours plu et j'ai eu la chance de terminer avant le master, d'aller en licence à l'université de Copenhague. Et ça m'a beaucoup marqué parce que dans ma logique française, on avait énormément de lectures, on avait très peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail individuel. Et donc moi, je travaillais beaucoup pour les professeurs, pour fournir un travail, voilà, comme on m'avait appris dans toute ma scolarité. Et puis, beaucoup de frustration au début des cours, au début du semestre, parce que on ne te demande pas du tout ce que tu as compris, on ne t'évalue pas sur ce que tu as lu, on ne te demande pas qu'est-ce qu'il y avait à tel paragraphe, de telle ligne, etc. Par contre, l'échange est libre. Alors moi, dans mon esprit français, j'étais très agacée que l'échange soit libre, parce que, ayant toujours eu cette casquette de bon élève, moi j'avais des choses à dire, j'avais des choses à prouver et à montrer. Et j'ai appris à me taire, à écouter les autres, et je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas vraiment lu tous les articles, mais qui étaient autant valorisés par le professeur. Mais mine de rien, il y avait une rigueur, parce qu'à la fin du semestre, on avait un mémoire de 15 pages quand même à rédiger sur chaque cours. Voilà, donc on nous prenait après. Mais on voyait comment est-ce que finalement, le mémoire de 15 pages, déjà les évaluations se font chez soi, donc il y a une rigueur, on a un nombre de temps, un nombre de pages, un nombre de mots, un sujet, une rigueur aussi dans le plan, mais il y a de l'épanouissement dedans, parce que tu lis comme tu veux, tu t'organises dans ta journée, tu as une journée pour faire ton évaluation, mais tu peux aller à la plage le matin et faire ton évaluation l'après-midi, mais dans tous les cas, tu le fais. Et par contre, ils sont très carrés sur les notations. Donc je pense effectivement que l'épanouissement, la rigueur et la discipline fait partie de l'épanouissement. C'est ce qui nous permet au travail, puisque l'enfant est un être qu'on apprend finalement ensuite à insérer, à qui qu'on accompagne pour ensuite être dans une insertion socio-professionnelle. C'est ce qu'on vit au travail finalement, c'est-à-dire qu'on nous donne un cadre et puis pour les plus chanceux d'entre nous, tu as des tâches à faire et puis voilà, tu les fais de telle et telle manière, entre telle heure et telle heure, mais voilà, et on nous apprend aussi à nous épanouir. Et ce que j'ai apprécié notamment à l'école de la persévérance, quand j'y étais, c'est qu'il y avait les temps de rigueur, en tout cas en termes de discipline et d'être assis derrière une table, mais il faut aussi les temps d'épanouissement. Donc il y avait la semaine de la science, c'était vraiment beaucoup d'amusement où chacun avait des responsabilités. Il y avait la journée aussi du sport, la journée sportive. Enfin, qu'il y ait vraiment des temps libres, parce que du coup, chaque enfant aussi y trouve son compte. Qu'il y ait aussi des temps d'activité manuelle, etc. Comme ça, chacun y trouve son compte. Et pour les élèves les plus rigides et les plus protocolaires, qu'ils aient aussi cette chance de pouvoir s'épanouir dans des espaces un peu de liberté. D'accord, merci beaucoup. Alors, attention le public, j'arrive. Justement, tu lèves la main, sœur Étienne, sans père, et je voulais justement te demander comment tu faisais pour allier rigueur et épanouissement dans la salle de classe. Mais j'ai envie que ce soit toi qui en parle. Je disais à Corinne qu'elle peut en parler parce qu'elle a été mon élève pendant 2 ans, je crois. C'est vrai ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je me situe au niveau des ados et des petits messieurs et des petites demoiselles de lycée. Et il me semble qu'en face, le professeur a l'obligation d'allier sévérité et empathie. Je crois que les deux sont indispensables. Souffrez que je vous raconte toutes petites expériences. J'ai le souvenir, au lycée de Bainbridge, je reçois un parent d'élève avec son enfant, un parent qui a des problèmes, un adolescent, et à un certain moment, le parent lui dit, écoute, j'aimerais que tu sortes parce que j'aimerais parler au professeur de quelque chose. Et le jeune garçon regarde son père et lui dit, non, je ne sors pas. J'ai besoin d'entendre ce que tu dis de moi au professeur. Alors, ce jour-là, j'en ris encore, je l'ai regardé, je lui ai dit, dégage. Et il est parti très vite. Et cet élève m'a toujours respecté. Alors je me suis dit, peut-être avait-il besoin à ce moment-là de sévérité. Et une autre fois, on est dans les 3 premières semaines de cours. En fait, les 3 premières semaines, les élèves vous testent pour savoir exactement qui vous êtes
en principe, quand vous êtes sévère, vous êtes un dragon. Il se demande comment ça se fait qu'il tombe avec vous, n'est-ce pas, messieurs Charbonnet, etc. Vous êtes un dragon. Et puis après 3 semaines, ça passe. Alors j'étais dans les 3 premières semaines et dans une classe, il se croit fort. C'était une classe de terminale technologique, quelque chose comme ça. Et ils sont en train d'éprouver la professeure. Il y en a un qui bouge, j'ai déjà utilisé toutes sortes de méthodes, et un jour je lui dis, en patois, je ne sais pas comment tu sors de ma classe. Si tu passes par la porte ou si je te fais voyager par le mur, mais tu vas sortir. C'était fini. Alors, il a rouspété, professeur, il faut voyager par le mur là, ben, il bien. Son père est venu me dire, comment vous avez fait pour pouvoir l'obliger à se tenir bien. Avec cette classe-là, c'était fini. Donc, je crois qu'il faut une alternance. Il faut allier empathie, parce que j'ai des élèves en face de moi pour lesquels je dois avoir de la considération. Je ne dirais pas l'amour. Hein. Les élèves, la première question qu'ils vous posent, Madame, est-ce que vous nous aimez? J'avais l'habitude de répondre, vous aimez, je ne sais pas. Non, j'ai du respect pour vous, j'ai de l'empathie pour vous, mais en fait, ce sont vos parents, votre papa et votre maman qui sont là pour vous aimer. Et moi, en face de moi, j'ai la responsabilité de vous éduquer. Donc, il faut ce mélange d'empathie, de respect. L'élève qui est en face de vous, il est seul à un certain moment. Et vous êtes obligé de le respecter mentalement, vous êtes obligé de le respecter physiquement et de l'accompagner dans son épanouissement. Quelquefois, cela passe par des coups de gueule. Et probablement, ce sont ces coups de gueule bien placés qui vous permettent d'imposer le respect et de travailler avec ces enfants, ces jeunes. Pardon. Merci beaucoup. Alors, on a 2 autres enseignants dans la salle que je ne vais pas rater. Je vais demander à Gaëlle de se rapprocher parce que ça va être difficile pour, je pense, au niveau de la vidéo, pour arriver jusqu'ici. Raymond Libert, bonsoir. Enseignant à la persévérance. Comment fais-tu pour allier rigueur et épanouissement dans ta salle de classe? Je te laisse le micro. C'est un apprentissage, hein. Je tiens à le dire, même pour l'enseignant, c'est un apprentissage. L'idée, c'est d'être à l'écoute. L'idée, c'est de s'informer aussi sur les différentes techniques qui peuvent être développées. Et puis, une fois qu'on comprend, une fois qu'on réalise que ça marche ou que ça ne marche pas avec tel ou tel élève, on essaie d'adapter. Comme je le dis souvent, à chaque année, j'apprends plus sur l'enseignement, puisque chaque année, je réalise que ce que je pensais pouvoir reproduire sur ma classe de l'année dernière, ben ça ne marche pas. Donc, franchement, comment on fait? Pour moi, c'est très simple. C'est un apprentissage. Au fur et à mesure, au niveau de l'année scolaire, durant l'année scolaire, on évolue, on change sur les techniques, sur les méthodes. On essaie de voir ce qui passe. Parfois, il y a des échecs. Parfois, il y a des réussites. Et puis, voilà, on fait de notre mieux. Merci beaucoup. Alors, Gaëlle Blocaille, même question que je te pose. Comment fais-tu pour allier dans ta salle de classe rigueur et épanouissement? Rappelle-nous. Oui, rigueur et épanouissement. J'aimerais quand même dire que je travaille en lycée professionnel, donc un public encore particulier et un public particulier. Alors, rigueur, il faut de la rigueur, il faut de la fermeté, sans quoi on perd l'élève. Hein. On est dans un cadre quand même, on reste, et vous l'avez dit, on est dans un cadre, c'est l'école, c'est la salle de classe, donc il y a une façon d'être, donc il faut la rigueur, il faut la fermeté. Maintenant, il est important de montrer à l'élève qu'on est là pour lui, on veut sa réussite, on est aussi dans la bienveillance. Je ne suis pas quand même un professeur, je veux dire, sévère. Donc, pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime beaucoup détendre l'atmosphère. Donc, souvent, je détends l'atmosphère, mais quand on travaille, on travaille. Donc, il y a cette fermeté, on travaille. Bon, ok, c'est fini, on y va. Eh bien, on y va, hein, on n'a pas le choix. Maintenant, je détends l'atmosphère, on fait des petites blagues, on rigole, on est là. Donc, mais généralement, l'avantage aussi en lycée professionnel, c'est que les élèves se retrouvent pas nécessairement dans la salle de classe, puisqu'il y a des ateliers. Ils ont leur métier, donc ils aiment ça. Pour ceux qui ont choisi de l'être, donc ils aiment aller en atelier. Après, moi, je suis prof de maths, donc on se retrouve plus dans le schéma où on est dans la salle de classe, dans l'apprentissage.
Mais nos élèves, ils aiment aller en atelier, donc ils ont des fois des journées en atelier, donc ils sont épanouis. La difficulté, c'est peut-être un problème. Notre plus grand problème, c'est l'orientation. Quand l'élève n'est pas dans la bonne orientation, ça peut être très, très difficile avec ce type d'élève. Merci beaucoup. Alors d'ici, je vois Marie-Laure acquiescer ce qui a été dit par rapport à l'orientation. Alors peut-être que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à cela, Marie-Laure? Je ne ferai que me répéter, c'est encore la notion de choix personnel, d'individualisation, de vie personnelle, de motivation personnelle, d'éloigner les projections ou de retenir ces projections quand on a un parent. Et puis aussi le droit de changer d'orientation, de plus en plus, c'est de plus en plus possible. Je me souviens d'un jeune qu'on accompagnait qui rêvait d'être agriculteur, alors on l'a orienté, on l'a accompagné pour être agriculteur, et à 1 an avant la fin de sa formation, il a dit à notre équipe, non, finalement, je veux être paysagiste. Et heureusement, son établissement donc au lycée agricole, au CFA, lui a dit, c'est ok, tu auras juste à changer, mais comme le premier tronc est un peu similaire, c'est ok. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans ce type de schéma. On se rend compte même dans notre vie professionnelle. Il y a maintenant ce qu'on appelle les validations d'acquis et de compétences. Il y a, quand on veut changer même de licence ou d'examen, on vous demande ce que vous avez déjà fait avant. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi à l'enfant d'entendre que, écoute, rien n'est perdu. Quoi que tu aies commencé à entreprendre, quoi que tu aies commencé à apprendre, ce ne sera qu'un plus. Et quand bien même tu passes du littéraire aux mathématiques, il y a des compétences que tu as apprises dans l'un qui vont te servir dans l'autre. Donc c'est aussi permettre à l'enfant de se rendre compte que la vie, elle est courte et longue à la fois, et qu'elle est riche, et qu'il a ce droit, en fait, de se positionner, de prendre sa place là où il le souhaite. Et c'est à nous aussi d'acquérir, et comme le disait Raymond, finalement, d'être dans cette souplesse, d'être dans cet apprentissage, parce que je pense que pour être le plus rigoureux possible, le plus discipliné possible autour d'un enfant, il faut soi-même être plus ou moins souple. Parce que la rigueur s'adapte finalement aussi par moment, et on ne peut pas la coller à tous les enfants. D'accord. Alors, je sais qu'il y a du monde qui nous suit sur YouTube. Donc, j'avais désigné une personne pour pouvoir nous faire part des commentaires par rapport à cela. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit point sur ce qui se passe sur le chat? Est-ce qu'on peut avoir quelques commentaires, quelques petites choses qui se disent sur le chat? Sinon, on continue. J'aimerais juste rajouter un concept qui est essentiel lorsqu'on parle de rigueur, c'est le sens. Si vous pouvez avoir le cadre le plus rigide qui soit pour obtenir un établissement sans bruit, des élèves, un fonctionnement serein, si les élèves n'en comprennent pas le sens de la rigueur, ils ne vont pas y adhérer. Et ça va faire un rendu tout à fait contraire à ce qui est attendu. Donner sens. Justement, la question du sens, c'est vrai, est très importante. J'avais une question qui me passait. En fait, Martin Charbonnet, je sais que vous avez mis en place au sein de votre établissement pour les professeurs du premier degré une formation sur les différents types d'intelligence. Est-ce que pour vous, l'épanouissement passe par là aussi, par l'importance vraiment de prendre en compte chaque type d'intelligence et comment ça se met en place en fait dans vos écoles ou comment vous prévoyez de le mettre en place? Ok. Oui, nous avons entre autres eu cette formation sur le site donc, qui a convoqué l'ensemble des professeurs du premier et second degré. Il y a une illustration lorsque je fais des animations pédagogiques, une illustration qui est très claire. Imaginez, je vous demandais de faire l'effort de la représentation mentale. Vous avez un professeur qui est dans une salle de classe avec un certain nombre d'animaux. Il prend un cabri, 2 poules, un serpent, on n'en a pas ici, bon, soit. Vous avez des oiseaux, quelques canards. Vous avez des animaux que vous avez ici. Au milieu de la salle, il y a un arbre. Et le professeur dit, écoutez, je veux être juste avec vous tous et je vous donnerai la consigne, je vais vous l'expliquer, mais ce sera de façon différenciée. Et la consigne est claire, écoutez bien grimper à l'arbre. Ça va? Donc,
il n'a pas fait de discrimination du tout. On est bien d'accord. La consigne est claire. Qui est-ce qui est capable de grimper? Vous comprenez qu'il y a bien des animaux qui ne vont jamais accéder au sommet de l'arbre. Bien, vous avez eu pendant des années un enseignement pratiqué dans les salles de classe exactement pareil. Alors que nous savions que les élèves étaient différents avec des entrées différentes. Elle en a parlé largement tout à l'heure. Maintenant, il y a un concept qui s'est développé beaucoup dans le premier degré depuis un certain nombre d'années, qui arrive dans le second degré, puisque dans le premier degré, la relation était plus verticale du savoir vers l'élève. Maintenant, on s'intéresse à la façon de faire passer la connaissance, de faire la transmission, tout ce qui est didactique. On va différencier la pédagogie. Donc, c'est bien la reconnaissance que les enfants sont tout à fait différents, ont des modalités de compréhension différentes, et on essaie de mettre en place. C'est beaucoup plus simple, à mon avis, la mise en œuvre à l'école primaire, au collège, ça commence à s'installer au fur et à mesure, mais c'est une nécessité. Sinon, on perd des élèves qui sont doués pourtant. D'accord. Ok. Merci. Donc, vous mettez l'accent sur le fait de différencier, la différenciation et la prise en compte de la spécificité, au final, de chaque enfant. Et c'est vrai qu'un tel fonctionnement, au final, contribue à ce que nos enfants se sentent mieux à l'école, soient plus épanouis et trouvent plus d'intérêt parce qu'on s'intéresse à chacun en fonction de ce qu'il aime faire, en fonction de son type d'intelligence, tout simplement. Alors, au niveau du chat, est-ce qu'on a des réactions ça réagit ou il vous faut un micro? Je me déplace, pas de souci, et je viens jusqu'à vous. Je vais faire passer mon micro. Alors, sur le chat, il a été dit... Alors, Véronique Garnier qui nous dit « Scolarité, un enfant atteint de troubles envahissants du développement dans une scolarité normale, ne vit-il pas une forme de violence psychologique et n'est-ce pas trop pour lui, même le rythme, etc. Le même rythme, etc. » Alors, je pense que c'est une question, et après, je pense que pour le moment, ce sont là les réactions. Donc, je pense que là, cet internaute voulait parler des enfants à besoins éducatifs particuliers, et de tout ce qui est mis en place. Peut-être que Marie-Laure, tu vas plus pouvoir nous éclairer par rapport à ça. Oui. Alors, les troubles envahissants du développement, ce sont des maladies neurodéveloppementales, donc ils n'ont pas forcément une cause familiale ou donc une cause environnementale ou psychologique. C'est vraiment des fois des causes génétiques ou voilà, trop long à expliquer. Et donc, dans les troubles envahissants du développement, en réalité, c'est pas vécu comme étant une violence pour chaque enfant, parce que chaque trouble envahissant du développement, déjà il y en a plusieurs, c'est une grande famille de troubles. Parmi ces troubles, le plus connu, ce sont les troubles autistiques, troubles du spectre autistique. Et même là, vous voyez, on parle plus d'autisme, mais de troubles du spectre autistique, parce que c'est un spectre et que c'est un menu, entre guillemets, si je peux le dire un peu vulgairement, de plusieurs troubles. Et chaque enfant, en fait, va développer ses spécificités dans son trouble. Et donc, il y a des enfants qui s'épanouissent très bien, même ayant un trouble envahissant du développement, avec des sensorialités particulières, donc tout ce qui est lumière, bruit, fatigabilité aussi. Oui, le rythme peut être long. Puis, il y a des enfants donc, qui s'y épanouissent beaucoup parce que c'est stimulant, parce que justement, il y a du rythme, que ce sont des enfants qui ont une angoisse de vide. Et donc, justement, c'est stimulant, il y a des choses à apprendre, il y a des interactions avec les autres, etc. Puis selon le degré de trouble et surtout la prégnance aussi de certains symptômes, effectivement, oui, il y a des enfants qui vont être forcés. Alors, il y a des enfants, très vite, les parents s'en rendent compte et ils peuvent accéder à des écoles alternatives ou bien à des milieux plus adaptés au sein même de leur scolarité. Mais il y a des parents pour qui c'est un peu compliqué d'accepter aussi la situation de leur enfant, qui dans leur projection parentale ont du mal à accepter que leur enfant, en tout cas le corps de leur enfant,
présentent des difficultés, comme un enfant pourrait être asthmatique, épileptique ou souffrir d'une autre maladie, eh bien, les troubles envahissants du développement, c'est un cerveau qui ne fonctionne pas comme celui des autres. Et il faut des fois accepter effectivement de faire marche arrière dans ce qu'on avait prévu en termes de parcours scolaire pour l'enfant, de lui proposer autre chose. Et on a bien dit effectivement que parcours scolaire réussi ne veut pas dire parcours scolaire épanoui. Et donc revoir un peu la notion de réussite. Et c'est pour ça souvent, oui, qu'il y a des psychologues qui sont présents, des psychologues, des médecins et des infirmiers qui sont présents dans l'établissement. Si votre enfant souffre d'un trouble envahissant du développement, quel qu'il soit, déjà oui, avant d'anticiper la douleur qu'il pourrait ressentir, ce serait d'observer, prendre aussi en considération les observations des équipes éducatives sur place, puis demander au chef d'établissement une équipe pédagogique ou une équipe de suivi de scolarisation, ne pas hésiter même à lancer un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour que cet enfant, du coup, obtienne une AESH, un emploi du temps adapté, où du coup, il ne viendrait par exemple que la matinée, ou bien il viendrait la matinée et l'après-midi, mais l'après-midi, un autre projet lui serait proposé, d'autres supports. Donc là, ça rentre dans le cadre du PPI. Donc voilà, après, il y a aussi d'autres établissements. Il y a les établissements, les instituts médicaux éducatifs, au sein desquels donc, les enfants reçoivent à la fois un accompagnement éducatif, pédagogique aussi, éducatif, psychiatrique. Et donc, il y a aussi des enseignants dans ces établissements. Puisque oui, si on voit que l'enfant, c'est trop douloureux pour lui, le son, le bruit, je l'ai déjà dit, la lumière, les interactions des fois aussi, qu'il peut avoir l'impression d'être trop envahissant, la présence des autres, les difficultés à communiquer, les difficultés à participer avec par moments, et ça c'est tout à fait compréhensible pour le moment dans l'évolution de notre société, des enseignants qui ne sont pas toujours en fait bien au courant de ces troubles et donc bien adaptés aussi dans la réponse à ces troubles, ce qui du coup vient faire une réponse aussi un peu cristallisante du côté de l'enfant, voilà, de revoir un peu les choses et de proposer à cet enfant un autre lieu. Mais, je le rappelle, il y a aussi des enfants qui ont des troubles envahissants du développement qui vont très très bien. Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, souffre d'un trouble envahissant du développement et c'était un élève très studieux et très brillant qui aimait énormément le parcours scolaire. J'ai moi-même dans j'ai pas le mot, ma promo en psychologie, j'ai des collègues psychologues qui ont des troubles autistiques ou qui ont d'autres types de troubles envahissants du développement. Donc rester aussi plus fluide dans la notion de handicap mental, d'handicap cognitif et intellectuel, qui en fait possède des palettes très, très variées, où on peut même avoir des enfants qui ne souffrent pas de troubles envahissants du développement, mais qui souffrent vraiment de la réalité scolaire actuelle. Voilà, tout est malléable et modifiable. D'accord. Alors, je ne sais pas si on en a pris conscience, mais le métier d'enseignant, c'est beaucoup complexifié. Et on parle d'épanouissement de l'élève, mais un élément important pour que l'élève soit épanoui, il faut que son enseignant le soit aussi. C'est ça. Et je pense que si cette émission a eu le mérite au moins de révéler cela, eh bien, on a rempli l'objectif. C'est ça. Alors, juste avant qu'on passe à la conclusion et à la conclusion de chacun, puisque les enfants sont les principaux concernés par cette question, je vais appeler jusqu'à moi Gabriel. Je vais appeler aussi, permettez-moi de me mettre debout pour repérer, je crois que je vais appeler aussi Sephora, Mathias. Je vais leur demander de venir jusqu'à moi et on va leur demander leur avis sur ce qu'ils voudraient qu'il y ait dans le milieu scolaire pour qu'ils se sentent plus épanouis. Peut-être que ça nous donnera aussi des petits éléments pour enrichir nos pratiques, voilà. Alors Gabriel, à quelle école es-tu, dis-moi? À Boissard. Tu es à Boissard. Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus dans ton école pour que tu te sentes épanoui? Tu es déjà très épanoui à l'école? Pas trop. Colle le micro à ta bouche. Pas trop. Pas trop. Et qu'est-ce qui te manque, Gabriel? Plus de temps de jeu? Oui. Plus de temps de récréation. Plus de temps de récréation? Bon, là, tu nous demandes un grand chantier, Gabriel. Sephora, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus à l'école pour que tu te sentes encore plus épanoui? Une salle de jeux vidéo. Tu es consciente qu'on ne peut pas vraiment instituer ça, mais dans ce qui est faisable, je suis sûre que tu sais ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Qu'est-ce qu'il te faudrait, tu penses, à l'école pour te sentir encore plus épanoui?
que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau de l'institution elle-même? Dans les salles où il fait chaud, mettre des clims. Mettre des clims dans les salles où il fait chaud. Donc le confort, la question du confort pour toi. Et D'accord. aussi de l'eau. Plus d'eau, ok, si ce n'est que ça. Mathias, toi, tu es en quelle classe? Je suis en classe de BTS. Tu es en BTS? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Bon, je ne voudrais pas dire que je suis épanoui, mais ça va, mais j'aurais préféré qu'il y ait plus de... Vu qu'avec la situation actuelle, on est trop plus en classe, moi j'aurais préféré qu'on sorte plus parce que des fois, vu que sur la mise en emploi du temps, je reste pratiquement toute la journée en cours, il faudra aérer un peu l'esprit. D'accord, ok. Donc, qu'on sorte un peu de la chaise, la table, et qu'on soit. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ethan, peut-être que tu veux nous dire quelque chose. Tu aimes ton école, Ethan? Tu es où à l'école? À Brassard. À Brassard. Et tu aimes ton école? Oui. La maîtresse, elle est gentille? Oui. Ah, super, Ethan. Super. Ben, merci beaucoup. Vous allez pouvoir vous asseoir. Et on va ainsi conclure par rapport à cette problématique qu'on a annoncée au départ. Comment faire de la scolarité du jeune enfant une expérience épanouissante? Est-ce que chacun pourrait donner un petit mot de conclusion par rapport à cela? On commence par les femmes. D'accord. Alors, moi, je pense que c'est un ensemble de choses. Comme on l'a dit au départ, l'épanouissement passe par plusieurs paramètres et par tous les partenaires qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit les parents, les enseignants, les différents acteurs de l'éducation peuvent contribuer à l'épanouissement de l'enfant. En partant du fait qu'on le met au centre de l'apprentissage, cet épanouissement va venir de soi. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, c'est que tout le monde se mette ensemble pour œuvrer à l'épanouissement de l'enfant. D'accord. Ok, merci beaucoup, Mylène. Marie-Laure? Bon, toujours pour ajouter du coup à notre partage, pour résumer, c'est se rappeler que cet enfant qu'on accompagne dans son cheminement scolaire sera un jour un adulte et un jour une personne âgée. Et donc la question, c'est de voir plus loin aussi, d'avoir en tête qu'on ne veut pas seulement un enfant bien élevé ou bien éduqué, mais un enfant qui sera autonome, qui quand il sera seul avec sa pensée et ses actions et ses choix, sera le plus épanoui possible. Et je trouve aussi que pour qu'un enfant du coup soit plus épanoui à l'école, qu'il le soit en dehors, voilà. On accorde des fois trop peu d'importance à la découverte, puisqu'on se rappelle que dans l'épanouissement, il y a aussi la notion de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle s'acquiert aussi dans les autres lieux de vie de l'enfant. Et donc, qu'il puisse avoir une activité musicale, une activité artistique, manuelle, une activité sportive, qui puisse aussi vivre d'autres lieux, qu'à la maison, il y a un espace de vie plus ou moins appréciable pour lui, qui fait que quand on va à l'école, on se rend compte que l'école, c'est pas tout. Et du coup, l'école prend plus de sens. C'est-à-dire que l'école fait partie de la vie, mais la vie, c'est pas que l'école. Et ça permet aussi à l'enfant, du coup, d'investir beaucoup plus cet espace. Et donc ça, c'est pour l'enfant, mais vraiment pour le parent, qu'il ait en tête quand il voit son enfant entrer dès 3 ans ou 2 ans et demi à l'école, qu'en fait, c'est qu'un cheminement, mais qu'après l'école, il y a autre chose. Voilà, ce sont des futurs adultes, ce sont des êtres humains. Et donc avoir vraiment ça en tête dans ce qu'on essaye de leur proposer et de leur appliquer. D'accord, merci beaucoup. On continue avec Frère Kali ou Martin Charbonnet. Je disais qu'il est responsable d'éducation. Il finira sans doute. Voilà. En fait, il n'y a pas de recette. Je suis vraiment désolé, mais il n'existe pas de recette. Par contre, il y a un faisceau d'éléments qui vont contribuer à faire réussir et faire que l'enfant et le jeune s'épanouissent. Et j'aimerais juste vous donner une phrase qui est notre slogan à Boissard et qui est le projet global, c'est un enfant à instruire, un adulte à construire. Là, vous avez là tout un champ de méditation sur cette phrase-là.
Merci beaucoup. Alors, je m'associe bien sûr à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement rappeler que la meilleure école, c'est l'école où on se sent bien. C'est l'école où la meilleure école pour l'enfant, c'est celle où il se sentira bien. Donc, on revient sur la notion d'épanouissement. Et je voudrais aussi dire que l'école, c'est toute notre vie et c'est aussi au-delà. J'ai parlé au début de l'école de l'Éden, mais nous continuerons à apprendre dans l'école de l'au-delà aussi. Donc, dès à présent, dès ici-bas, eh bien, nous devons mettre en place des éléments, acquérir des pratiques, collaborer ensemble pour que eh bien, nous soyons encore de très bons élèves épanouis dans l'au-delà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Mylène, Marie-Laure, Martin Charbonnet, Kléber Kali. Merci d'avoir accepté de participer avec nous. Merci aux personnes qui nous suivent sur YouTube. Merci à vous qui avez fait le déplacement malgré le mauvais temps. Merci je vous remercie à vous tous qui avez contribué de façon générale à ce week-end de l'éducation. Je pense à l'équipe vidéo qui est coordonnée par Rosan Robinet. Merci beaucoup. Merci à la sonorisation, à la projection. Merci à vous tous pour le travail qui a été fait durant ce week-end. Et toute la gloire revient à Dieu. Merci à Dieu aussi d'avoir été présent à nos côtés. Je vais donc vous inviter à vous tenir debout et ensemble nous prierons avec notre pasteur. Merci. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te louerons, nous t'exaltons pour tes bienfaits. Nous te remercions infiniment pour ce programme que tu as permis de se réaliser. Tu as été avec nous et tu nous as permis d'échanger autour de ce thème ô combien important qu'est l'éducation. Comme tu as dit à travers ta servante, l'éducation et la rédemption sont une seule et même chose, à savoir conduire les hommes à toi. À travers l'éducation chrétienne adventiste dont nous sommes l'objet, nous te demandons, oh Dieu, de continuer à travers cette éducation à attirer les hommes vers toi, à les attirer vers Jésus pour qu'ils soient sauvés, mais aussi pour que le nom de Jésus soit exalté. Nous te remercions infiniment pour nos acteurs de l'éducation, nous te remercions pour nos institutions et nous te remercions aussi pour tous ceux qui prennent une part active à accompagner, éduquer, enseigner ces jeunes esprits et à former ces caractères pour le service, mais aussi pour l'au-delà. Puisses-tu continuer à bénir la direction du département de l'éducation ici à Deauville, mais aussi toute la direction de cette église, et qu'ainsi les programmes, les activités, mais aussi le projet d'église puissent vraiment contribuer à l'épanouissement de chacun. Bénis-nous, fais-nous du bien, bénis cette semaine qui s'ouvre pour nous. Nous t'avons prié, t'avons demandé ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vous remercie encore et nous espérons vraiment qu'au travers de ce week-end, nous espérons vous avoir donné toutes les pistes, en tout cas certaines pistes vous permettant de faire de vos enfants, que ce soit à la maison ou à l'école, des enfants épanouis. Voilà. Bonne fin de journée à vous.